gens qui vont partir en réunion tout à l'heure. Hein, il y a plusieurs réunions qui se suivent. Donc, Van Kemenen, Christelle donne procuration à Chapeau-Patrice. Arouet Gilles donne procuration à Morel-Philippe. Marc Gazil donne procuration à Aurélia Audrin. Alice Baudel donne procuration à Philippe Tressard. Michael David donne procuration à Stéphanie Herbette. Et Clémence Saubert donne procuration à Martine Viry. Voilà pour les procurations, nombre de 7. Voilà. Le sujet à l'ordre du jour ce soir, eh bien, il y a l'évaluation et revalorisation de l'indemnité des fonctions de suggestion et d'expertise, l'IFSE. Hein. Il y a la modalité de mise en œuvre du télétravail au sein des services, le nouveau protocole d'accord concernant la gestion du temps de travail et tenant compte des textes fixant le temps de travail à 1607 heures annuelles, la création et suppression d'un emploi à temps non complet, 8 heures hebdomadaires au 1er janvier 2022 dans le cadre des avancements de grade, la création et suppression d'un emploi à temps non complet, 24h30 hebdomadaires au 1er janvier 2022 dans le cadre des avancements de grade, la création d'emplois à temps complet sur les 3 grades de catégorie B de la filière administrative ainsi que sur les grades d'administrateur principal de première et deuxième classe, l'autorisation de paiement des dépenses d'investissement 2022 avant le vote du budget principal. Voilà le menu. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, vous en étiez rendu compte, exceptionnellement, le procès-verbal du précédent conseil municipal n'a pas pu vous être transmis avec l'ordre du jour de cette séance, tout simplement parce qu'on a les problèmes techniques de micro qu'on a eu la dernière fois, fait qu'il faut passer beaucoup plus de temps pour déchiffrer ce qui se dit dans les échanges, qui est plus laborieux, et la rédaction de ce PV nécessite donc un délai un peu plus long, donc on vous le fera approuver à le prochain conseil. Hein. Voilà, vous avez pris connaissance de... Pardon, oui, monsieur Chapeau. Je dois aussi dire, on a une élue qui est dans le train et qui va arriver en cours de conseil. C'est Madame Valadi. J'ai été prévenu, oui. D'accord, merci. Vous aussi, mais je crois que nous aussi, on a une élue dans le train aussi. D'accord. Hein, donc ils doivent être dans le même train. Ah, je pense, okay. Oui, c'est Catherine de Rosamel d'accord. Et d'accord. Mais bon, il n'y aura pas de problème hein, pour l'instant. En plus, bon, on est sur des choses très, très générales qui sont plus administratives. Donc, pour les décisions du maire, vous en avez pris connaissance de ces décisions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces décisions? Oui, monsieur. Merci. J'aurais souhaité un éclaircissement concernant la décision 37. Vous parlez de la société Burgéac qui a été missionnée pour un montant global de 19 620 €. On voulait savoir sur quel site c'était, s'il vous plaît. Alors, oui, excusez-nous, ça n'avait pas été marqué, c'est sur le site des journaux, on veut se servir de ces terrains en compensation et la DTTM nous a demandé un complément d'études. Voilà, c'est pour ça. On avait une deuxième question concernant la décision 38. C'est précisé que vous approuvez l'opération du parc de la Motte selon les termes du plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus. Nous n'avons pas les pièces. Si on les avait donnés déjà, ça, le plan de financement sur le parc de la Motte. Alors oui, il n'est pas au-dessus, le prévisionnel, mais je crois qu'on a mis, tu peux le dire, Benoît, c'est 500. Sur le budget global du parc de la Motte, de toute façon, pour l'instant, il n'est pas encore entièrement défini, comme tenté
les travaux sont pas réalisés, mais on est sur une enveloppe au budget d'environ 500, Et là, environ 500 000 euros. Et là, de toute façon, c'est pour la demande de subvention. Hein, donc, c'est pas une demande de c'est subvention pas de une la DETR. décision qui vote le budget du parc de la Motte. Hein. Non, on est d'accord, mais vous notez plan de financement prévisionnel. Normalement, il aurait dû se trouver dans les pièces. On aurait pu. Il aurait fallu qu'on puisse. Écoutez, on vous l'enverra après. Hein. Mais de D'accord. toute façon, là, c'est surtout une demande, je comprends ce que vous dites, mais c'est surtout pour préparer la demande à comment ça s'appelle de DTR, oui. Non, pour récupérer, c'est de récupérer 175 000 euros. Voilà. D'accord, merci. Alors, je vais continuer. C'est vrai que les choses qui sont un petit peu laborieuses, hein, alors je ne vais pas vous lire, vu les arrêtés, vu le code, mais en fait, vu l'arrêté du 30 décembre pris pour l'application du corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions décret, vu les... Je vais prendre plus court, parce que je l'ai plus court. Pour la première délibération. Ouais, l'IFSE, voilà, est l'un des deux composants du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions et de l'expertise et de l'engagement professionnel, le REFSEP, des agents et de la fonction publique. En juin 2017, la précédente municipalité a délibéré pour la mise en place de l'IFSE au 1er septembre de la même année pour les agents communaux. Afin de tenir compte de l'évolution des fonctions et la valorisation de l'expérience, les textes indiquent que les montants d'IFSE sont réexaminés tous les 4 ans qui suivent leur mise en place. Donc, pour établir une évaluation partagée de l'IFSE après ces 4 années d'application auprès des agents, pour une période de concertation s'est tenue au sein de l'instance de dialogue social de proximité. C'est ce qui... Je vais enlever un peu mon masque, vous entendrez mieux. Les élus et les représentants du personnel ont convenu ensemble de ne pas modifier la délibération initiale. D'un point de vue individuel et le cas échéant, le montant de l'IFSE devra être revu conformément à la délibération prise en juin 2017 en cas d'avancement de carrière ou de changement significatif des fonctions, ainsi qu'en cas d'erreur manifeste. Les nouveaux montants d'IFSE mis à jour seront applicables au 1er janvier 2022. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur Chapeau. Oui, on voulait simplement savoir, parce que dans le texte, là, il y a un avis défavorable du comité technique. On voulait savoir de quoi il s'agissait. Oui, alors je vais laisser la parole à monsieur Alain pour vous parler, parce que ça, c'est des choses techniques avec le CDG, merci. Pour toutes les dispositions qui concernent le personnel de la ville, elles sont soumises au comité technique du centre de gestion de Loire-Atlantique. Pour une commune de notre taille, on a moins de 50 agents, on est obligé de s'en référer au comité technique départemental. Et sur ce sujet, le comité technique départemental, les représentants des agents ont voté défavorablement, mais les représentants des élus ont voté favorablement. Donc on peut délibérer valablement. Hein. Juste pour éclairer votre lanterne, et si vous me le permettez, toutes les communes qui ont proposé des délibérations telles que celles que nous allons présenter ce soir, à l'exception d'une seule, ont observé des refus de la part des représentations des organisations syndicales, des votes défavorables. Tout à l'exception d'une. Et comme vous le savez, c'est le dernier carat pour voter les 1607 heures et ces textes-là. Donc, ça n'empêche pas pour les conseillers, le conseil municipal de voter valablement. Voilà. Mais je pense que ça résulte plutôt d'une question de posture générale plutôt que d'une question d'avis sur notre accord particulier. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Enfin, ma question, c'est que est-ce que pour les agents, est-ce que ça convient aux agents, c'est ça? Est-ce que ça convient aussi au conseil de proximité? Oui, c'est ce que vous a expliqué monsieur le maire tout de suite. D'accord. C'est-à-dire que avant d'arriver à une telle proposition, il y a eu presque 1 an de concertation avec l'instance de dialogue social de proximité, parce que la commune a choisi, même si on n'a pas de comité technique,
d'organiser une représentation légitime des agents élus, dialogue avec des élus désignés par monsieur le maire, autour des questions collectives qui concernent la condition de travail des agents. Et donc, il y a une période de concertation de 10 mois. Ça a été présenté au comité technique. Et maintenant, ça arrive vers vous pour la délibération. Oui, ça a été discuté bien des fois, parce que l'Institut de dialogue social de proximité n'était pas obligatoire. C'est quand je suis arrivé, enfin quand on est arrivé, ce conseil municipal, je vais décider de créer ce dialogue social. Voilà. Je vous propose un vote à main levée pour approuver l'évaluation et la revalorisation de l'IFSE tel qu'exposé et m'autoriser à fixer par arrêté municipal le montant perçu par chaque agent au titre de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de cette délibération prise à la majorité, l'unanimité des membres. Voilà. Alors là, le télétravail, ça a été aussi une demande importante, d'autant plus avec le Covid. Durant la crise sanitaire, de nombreux agents ont expérimenté une forme de télétravail imposé, improvisé, avec des résultats et des ressentis très divers. Plusieurs d'entre eux ont demandé aux représentants élus et agents de l'IDSP, quand on revient à cette instance de dialogue social de proximité, de réfléchir à une mise en place pérenne. Ces séances de réflexion et d'échange ont eu lieu en même temps que celles consacrées à la mise en place des 1607 heures. Par ailleurs, de nombreuses expériences de télétravail réalisées pendant les périodes de confinement dispensent de la mise en place d'une période d'adaptation. Oui, parce qu'on l'a fait avant même quand on a eu le Covid. Comme vous avez pu le lire sur le projet de libération, les modalités de télétravail applicables pour les agents de la commune sont que l'ensemble des activités exercées par les agents statutaires et contractuels sont éligibles au télétravail, à l'exception évidemment des activités suivantes, c'est-à-dire l'accueil du public, les activités techniques, espaces verts, voirie, bâtiments, entretien, l'animation des enfants, enfin la pause méridienne, les activités de police. Le télétravail est mis en place sur la base du volontariat de l'agent. Que le télétravail a lieu principalement au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé qui devra être mentionné sur la demande de l'agent et recevoir l'agrément de l'autorité territoriale ou de son responsable hiérarchique. Lorsqu'un agent a reçu une réponse positive à sa demande de mise en place du télétravail, celui-ci ne pourra y avoir recours plus d'1 jour par semaine. Chaque agent concerné devra faire état des charges qu'il entend prendre en compte la veille de son jour de travail, puis de l'avancée de ces dernières le lendemain ou le jour de son retour en présentiel. En cas de nécessité de service, une journée de télétravail prévue peut être transformée sans délai ni préavis en journée de travail classique par le maire, son représentant ou le directeur général de service. Une journée exceptionnelle de télétravail peut être accordée par l'autorité territoriale ou de son responsable hiérarchique à un agent n'exerçant pas habituellement du télétravail pour des motifs liés à des nécessités de service ou à des cas de force majeure, exemple, grève dans les transports en commun. L'autorisation de télétravail délivrée à l'agent est accordée pour 1 an maximum. L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information et respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le cadre de son travail et de ne pas utiliser à des fins personnelles. Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par la collectivité. L'employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelle du télétravailleur. L'agent assure ses fonctions sur les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au sein de sa collectivité. Durant le temps de travail, l'agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. Si ce dernier quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de l'autorité territoriale, il pourra faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour manquement au devoir d'obéissance hiérarchique. L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son lieu de télétravail.
L'agent télétravailleur bénéficie de la même couverture, accident, maladie, décès et prévoyance que les autres agents. Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l'occasion de l'exécution des tâches confiées par l'employeur. Les risques liés au poste en télétravail seront pris en compte dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. L'agent souhaitant télétravailler dressera concomitamment à sa demande un bref descriptif du lieu dans lequel il compte télétravailler, attestera sur l'honneur de la compatibilité du dit lieu avec l'exercice de son travail du point de vue hygiène et de la sécurité, étant donné que la commune du Cellier ne dispose pas d'un comité d'hygiène et de sécurité. L'agent autorisé à télétravailler disposera des outils de travail suivants: un ordinateur portable, un téléphone portable, l'accès à la messagerie professionnelle et l'accès aux logiciels indispensables à l'exercice de ses fonctions. La collectivité fournit, configure et assure la maintenance de ces équipements. L'agent télétravail assure la mise en place des matériels et leur connexion au réseau. À l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions de télétravail, l'agent restitue à l'administration les matériels qui lui ont été confiés. J'arrive bientôt à la fin, rassurez-vous. Afin d'exercer ses missions en télétravail à son domicile ou dans un autre lieu privé, l'agent doit joindre à sa demande des justificatifs tels qu'une attestation sur l'honneur pour la confirmer des installations, pour la conformité, oui, des installations techniques et d'attestation d'assurance. Une réponse écrite est donnée à la demande du télétravail dans un délai d'1 mois maximum à compter de la date de la réception. En cas de changement de fonction, une nouvelle demande doit être présentée par l'intéressé. Il peut être mis fin au télétravail au terme d'une décision motivée à tout moment et par écrit à l'initiative du maire ou de son représentant, et ce sans préavis. Pour finir, une évaluation annuelle sur le télétravail sera réalisée par l'instance de dialogue social de proximité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au vote? Allez-y, madame. Oui. Moi, j'ai 2 questions. La première, elle rejoint celle posée précédemment sur l'avis négatif, enfin l'avis défavorable donné par le conseil technique aussi. Et la deuxième, vous avez limité à 1 journée. Alors, sauf erreur de ma part, il y a le droit à 3 jours pour dans la fonction publique. Je voulais savoir pourquoi c'était limité à 1 journée, en fait. Parce qu'on a de bonnes conditions de travail au Cellier et que, si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas travailler 3 jours, mais ce sera sur une autorisation spéciale. Parce que souvent, déjà les semaines font que 5 jours et quand il manque des agents, on n'a pas une grosse collectivité pour se permettre 3 jours d'absence des agents à la mairie. Pour la première question, c'est pareil, le vote, enfin je veux bien laisser Christophe, mais c'était la même chose, que toutes les été voté défavorable. Donc c'est en fait par les syndicats, mais ça a été, je dois le dire, ils en ont passé combien de communes le même jour? Près de 200. Près de 200 communes le même jour, avec tous un avis défavorable. Mais sur le contenu, c'est-à-dire ils ont donné un avis défavorable sur le télétravail, sur la durée, Alors allez-y, oui. Comme le disait monsieur le maire tout de suite, les avis n'ont pas été motivés, je les ai devant moi en fait, il n'y a pas de motivation, mais après beaucoup d'échanges avec les responsables du centre de gestion, nos collègues, il se trouve qu'on a eu affaire à des positions syndicales qui n'étaient pas adaptées à chaque accord, mais qui étaient plutôt résultant de mots d'ordre au niveau national ou plus régional, en tout cas pas adaptés au texte proposé par chaque collectivité. En fait, la loi donnait une date butoir au 31 décembre pour certains accords importants, qu'on va voir le plus important juste après. Et donc, il y a eu un effet d'embouteillage du comité technique et tous les projets de délibération sont arrivés entre octobre et début décembre au centre de gestion. Voilà. On a des agents qui siègent au centre de gestion, on en a 2. Et ils ont eu 4 jours pour observer 750 pages ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas des positions qui sont très éclairées et très fines sur chaque accord, voilà, pour rester. Monsieur Chapeau. Merci. Juste, donc, on va voter contre cette délibération. Ça rejoint ce que disait
Christelle, c'est-à-dire que, il me semble que les agents proposaient 2 jours de télétravail, et dans le texte que vous venez de lire, dans tous les articles, vous avez en plus l'autorité pour annuler une journée de télétravail, donc on ne voit pas pourquoi on limite cette convention à seulement une journée. 2, ça aurait pu être un juste milieu. Surtout qu'on demande à tout le monde de faire des efforts dans cette pandémie, et le télétravail en fait partie. Voilà. Merci. Je voudrais vous répondre, M. Chapeau, que aussi vous devez vous rendre compte que dans une collectivité comme la nôtre, beaucoup de gens ne font pas de télétravail parce qu'ils ne peuvent pas à l'accueil. Et ça pose aussi le problème d'égalité au niveau des bureaux. Et c'est pour ça qu'il y a une. Mais ça a été discuté aussi avec l'instance de dialogue social, et on a mis une, mais avec une possibilité d'en faire 2. Voilà exactement notre position. Mais le règlement, il s'est fait avec l'IDSP, et donc en accord avec eux. Je prends note de votre décision. Voilà. Et puis, simplement, ça concerne le télétravail hors crise sanitaire. Oui, c'est aussi hors crise sanitaire, c'est-à-dire que c'est un télétravail à l'année, parce qu'on a eu des télétravails plus importants pendant les 18 mois de Covid. Là, hein. Il y a eu, donc on avait, et on n'avait pas forcément toujours le matériel, c'était pas aussi évident, parce qu'il faut équiper aussi la commune avec un matériel assez conséquent. Quand vous avez des gens qui partent en même temps, on a dû racheter évidemment des ordinateurs pour faire face à ça. Si je peux parler juste, il me semble que si on fait une journée de télétravail, il y a le même investissement, que ce soit une journée ou 2 journées. Et puis on est bien conscient, moi je travaille aussi dans un service où, moi je fais partie des gens où je ne peux pas télétravailler, hein, je suis en contact avec les usagers, mais on sait bien que c'est toujours les gens qui sont dans la partie administrative qui font partie des gens qui télétravaillent. Ça, c'est des réalités dans tous les services. Mais il me semble que la moyenne, on est plus sur 2 ou 3 journées de télétravail, c'est ça. Parce que nous, ici, on n'est pas du tout contre le télétravail, hein. C'est quelque chose de nouveau auquel on doit s'adapter. On est plutôt plus favorable à ce genre de disposition. Mais c'est plus, on trouve que c'est un peu un minima. Ça aurait pu être voilà, au moins, comme proposaient les agents, 2 journées, ça aurait été bien. Tout simplement, il n'y a pas de polémique. Hein. Ça a été notre choix. Il faut dire, quand je parle du matériel, c'est parce que quand vous avez plein de gens en télétravail, il faut pouvoir, si vous faites 2 jours, il faut pouvoir donner du matériel à tout le monde. C'était ça le sujet. Mais je pense que, si vous voulez, nous, on a fait ce choix-là, on en a discuté avec l'IDSP, bon, ça pose pas de problème. Je vais vous dire aussi que c'est pareil, on n'est pas des cerbères. Quand là, il y a une classe qui ferme et que quelqu'un qui ne peut pas venir, on l'autorise au télétravail ou une absence. Hein. Après, tout ça se discute. Hein. Mais comme je disais, on n'est pas une collectivité très, très importante, et on s'est rendu compte aussi pendant le Covid que ceux qui en ont fait le plus de télétravail étaient parfois critiqués par d'autres. Et c'est pour éviter aussi ce genre de choses. Mais je prends note de ce que vous voulez faire. Voilà. Alors, qui est contre ? Donc 5 contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie pour cette délibération prise à la majorité des membres présents et représentés. Alors là, vous parlez du nouveau protocole d'accord concernant la gestion de travail et tenant compte des textes fixant le temps de travail à 1607 heures annuelles. Le protocole d'accord et la délibération qui régissent la gestion du temps de travail des agents de la commune du Cellier date de 2013, décembre 2013. La loi du 6 août 2019, dite la loi de transformation de la fonction publique, rend aujourd'hui obsolètes ces 2 documents. Il convient de mettre en place une gestion du temps de travail adaptée aux réalités des services rendus à la population, aux élus et des projets à mettre en œuvre. Au terme d'une concertation, évidemment, toujours avec l'IDSP, les représentants et les élus du personnel se sont entendus sur le protocole d'accord concernant la gestion du temps de travail à appliquer au sein des services de la commune à partir du 1er janvier 2022. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour passer au vote? Oui. Enfin, voilà. Donc, là aussi, donc, il y a l'avis défavorable de la commission technique. On va refaire un tour. Non, on s'est aussi renseigné. Enfin, il me semble que les 1607 heures, il me semble que les agents sur la commune du Cellier font 35 heures, ont 5 semaines de congés payés. Et si on retire les 7 heures des 7 fériés sur les 10 fériés,
on ne peut pas atteindre les 1607 heures. Donc il y a un problème déjà, il y a un problème technique, et on ne comprend pas pourquoi nos agents seraient pénalisés par cette mesure qui, semble-t-il, n'est pas bien ficelée. Et donc là aussi, on ne va pas pouvoir voter, enfin, on va voter contre cette délibération. Eh bien, c'est votre libre choix. Je vais vous laisser Christophe Alain vous expliquer. En fait, parce que on a fléché effectivement mais c'est la loi qui nous oblige à 1707 heures. Donc, je vais laisser Christophe Alain vous l'expliquer du point de vue technique. Oui, effectivement, il y a un problème technique. Et le problème technique, comme vient de le dire Monsieur le maire, il vient de la loi. Parce que le tableau qui vous a été adressé dans le cadre du protocole, il est directement issu de la loi. Et il ne tient pas compte de la variabilité des jours fériés d'une année à l'autre. Et c'est 1607 heures, quel que soit le nombre de jours fériés qui tombent sur des jours ouvrables ou des jours travaillés habituellement. Et oui, effectivement, ce qui fait que les 1607 heures, ils sont plus facilement atteignables certaines années que d'autres. Voilà. Et oui, mais sauf que effectivement, il y a un problème technique. Mais notre protocole ne saurait aller contre la loi, donc Oui. on est obligé de faire avec. Voilà. Ce qui est à retenir dans ce protocole, au terme d'une concertation, d'ailleurs, puisque Monsieur le maire, je vous remercie de me donner la parole, je tiens à remercier tous les représentants des agents et des élus qui ont siégé à l'IDSP, parce qu'en fait, les nombreuses réunions qu'on a eues se sont toutes déroulées dans le calme, la cordialité, et puis la richesse aussi. Ça n'a pas été le cas partout. Je remercie également Anne-Claire qui est présente ce soir, parce que c'est elle qui travaille à mes côtés sur ces questions-là aussi, avec Marion et une personne qui est en alternance, une collègue qui est en alternance. Et voilà, c'était le gros travail dominant toute l'année en RH, et on est vraiment content de la façon dont ça s'est passé. Sur les 1607 heures, ce qui à mes yeux est important à retenir, c'est qu'on a maintenu quelque chose auquel tout le monde était attaché, les élus comme les agents, qui est l'annualisation de l'ensemble des personnels. On a créé 2 cycles de travail, pour faire simple, quelque chose de lisible. Un cycle de travail pour les personnels dont le rythme de travail est lié au rythme scolaire. Les ATSEM, les animateurs, les personnels d'entretien, qui, eux, n'ont pas le choix pour poser leur congé, leur récupération, qui sont cantonnés au congé scolaire. Et puis un autre cycle de travail qui concerne le reste du personnel, les personnels administratifs et techniques notamment. Pardon. Oui, je voudrais y rajouter quelque chose et qui est très important pour le personnel et qui pourrait peut-être vous changer quand même d'avis de vote, c'est qu'on a réajusté aussi les salaires des gens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de diminution, ils ont eu une augmentation de révalorisation par rapport au coût de la vie. Donc c'est quand même sur la part de l'IFSE. Sur la part de l'IFSE. Donc Oui. c'est pas neutre, hein. Voilà. Donc l'annualisation, comme je le disais tout à l'heure, donc dans le premier cycle de travail, l'annualisation peut apparaître moins utile parce que de toute façon, ce sont des emplois du temps qui, pour la plupart du temps, sont rigides. Mais cette forme de considérer le cycle de travail à part permettra de traiter les temps d'arrêt maladie et les temps de formation de façon plus favorable aux agents. Pour le deuxième cycle de travail, pour donc les personnels administratifs et techniques, c'est une organisation qui est plus souple parce que ces personnels ont la latitude d'aménager leur temps de travail de façon assez individuelle. Pourquoi ça convient à tout le monde? Parce qu'en fait, vous avez siégé dans des commissions et vous avez vu que souvent les élus sont accompagnés par des agents qui font le secrétariat ou qui sont des personnes ressources, ou les deux. Et sur ce temps qui est effectué en dehors du temps habituel de travail, eh bien, c'est triste à dire, mais on n'a pas d'heures supplémentaires de payer. Et donc, on a un pilotage de la masse salariale qui est extrêmement fin, puisque ces heures sont à chaque fois récupérées, anticipées et ou récupérées sur un planning annuel. Oui? Par rapport au paiement des heures supplémentaires, c'est un choix de la commune. Oui. Oui, c'est possible de le faire. Comment? C'est possible de le faire. Ah bah, je sais bien que c'est possible oui. de le faire. Non, mais j'avais l'impression que vous disiez que... Ah non, c'est que les textes nous l'empêchaient. Non, c'est un choix. Et c'est un choix qui a fait l'objet d'une concertation avec les agents. Donc, puis dans cette deuxième partie, forcément, il existe toujours de toute façon des différences. C'est vrai que la possibilité d'organiser des plannings plus souples existe plus pour les personnels administratifs, un peu pour le technique, que pour les personnes qui sont contraintes par, comme vous, Monsieur Chapeau, qui êtes contraintes par le rapport au public, et notamment pour nous, celui avec le rapport aux enfants, directement aux enfants des écoles. Voilà. Donc je vous propose un vote à main levée pour approuver le protocole de gestion du temps de travail
au sein des services de la commune du Cellier. Attendez, Donc, attendez, pardon, allez-y. on va devoir peut-être... Oui, écoutez, allez-y. Oui. il faut qu'on se... On va demander si son séance alors. Hein. 2 minutes hein. Hein. On fait quoi alors? Christophe, C'est vous qui on, Ouais. fait attendez, une monsieur le maire. on fait une interruption de séance pour que vous puissiez en parler. Christophe? Allô? Ouais. C'est moi. Christophe? Ah, oh. Je suis désolé, depuis ma phase de maladie, j'entends pas très bien. Le delta, tu l'as, le delta des 1607 heures dans un côté désavantageux et des années désavantageux? On parle d'un delta de combien? De 50 heures ou de... Non, Ah non, ça fait des tables... de 5-7 heures. Ça fait, ah oui, par agent, Par on passe année. de 1607, on est actuellement à 1561 heures et on passe à 1607 heures pour les temps pleins. D'accord. Évidemment, il y a un prorata pour les temps non complets. D'accord? D'accord. On peut reprendre? Ouais, excusez-moi, il fallait que... Oh, ouais. non, mais je vous en prie. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, je vous remercie de cette délibération prise à la majorité des membres présents. Alors, après, c'est pareil, toujours très administratif, la création et suppression d'un poste d'emploi non complet de 18 heures hebdomadaires dans le cadre d'un avancement de grade pour l'année 2022. L'agent occupant le poste d'adjoint d'animation à temps non complet, 18 heures semaine, bénéficie d'un avancement de grade à compter du 1er janvier 2022. Afin de pouvoir tenir compte de cette évolution de carrière, je vous propose de créer un poste d'adjoint d'animation principal de 2e classe à temps non complet à raison de 18 heures hebdomadaires, nouveau grade, et de supprimer le poste d'adjoint d'animation à temps non complet à raison de 18 heures hebdomadaires, l'ancien grade. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Mme Valadier. Oui, alors en fait, c'est la remarque qui vaudra aussi pour la délibération suivante par rapport au contrat à temps non complet. Sur le fait de créer et supprimer, on ne va pas être contre cette délibération. Par contre, on voulait interpeller le Conseil sur le fait qu'on ait des agents à temps non complet. Est-ce qu'ils ont des contrats complémentaires à côté ou est-ce que ce sont des contrats... Enfin, est-ce qu'il y a une réflexion, en tout cas, si ce n'est pas le cas, pour leur amener des contrats complémentaires à 35 heures? Parce que là, on peut dire qu'on entérine la précarité des salariés avec des contrats à 18 heures. Voilà, c'est une question. Quelle est la réflexion derrière ça? Non, déjà, c'est des gens qui étaient en... Comment ça s'appelle auparavant La pause méridienne, c'est des animateurs de la pause méridienne. Et si vous me permettez, monsieur. Oui. Et le dispositif ici fait qu'en termes d'enfance, on ne gère que la pause méridienne et c'est le CIVOM qui gère toutes les autres interventions, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une délégation des associations. Nous, on sait qu'on a la quasi-totalité de nos collègues animateurs qui travaillent là et qui travaillent en mairie là, entre midi et 2, quoi. En gros, c'est ça. Et à défaut de faire des temps complets, ça fait des temps de travail qui peuvent dégager des salaires de subsistance. Et heureusement ou malheureusement, d'ailleurs, on peut se poser la question, il y a une certaine stabilité dans notre équipe. Notre équipe, elle est composée de quelques animateurs qui sont titulaires à temps non complet, comme ceux dont on vient de parler. On les a rendus titulaires aussi. C'est ça aussi, tout à fait, au début du mandat précédent. Il y a quelques personnes qui sont, on travaille beaucoup avec Elie, qui sont en parcours d'insertion. Et puis on a des personnes qui sont, on va dire, vacataires, c'est pas le mot exact, mais ont des CDD pour prendre en charge des hausses d'effectifs ponctuelles ou des choses comme ça. On a aussi, et vous l'avez voté il n'y a pas longtemps, des personnels qui sont mis à disposition par une association sportive. Ouais. Voilà, donc ça donne une équipe sur laquelle il faut travailler sur l'unité, mais en même temps qui est assez riche parce que diverse. Enfin, voilà. Mais c'est une vraie question, Oui, ma question, c'était aussi de savoir si ces personnes-là, c'était subies ou choisies, parce que des fois aussi, ça arrange certains d'avoir des contrats à temps non complet, et si c'est subi, si la collectivité peut essayer aussi de les aider à trouver des contrats complémentaires auprès du CIVOM, ou voilà. C'est surtout ça ma question, c'est vis-à-vis des agents en question.
Quand on le peut, on le fait. Mais là, on ne peut pas non plus payer des gens 35 heures quand ils en font que 18. Je suis désolé. Voilà. Non, mais ok. Je vous propose donc un vote à main levée pour décider de créer et de supprimer. Faut arrêter votre micro, s'il vous plaît. Pardon, oui. Décider de créer et de supprimer à compter du 1er janvier 2022 les postes tels que je viens de vous les présenter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci de cette délibération prise à l'unanimité des membres présents et représentés. Création et suppression d'un emploi à temps non complet de 24h30 hebdomadaire dans le cadre d'un avancement de grade pour l'année 2022. C'est la même chose pour comme la délibération précédente, l'agent occupant le poste d'adjoint d'animation principale de deuxième classe à temps non complet, 24h30 par semaine, bénéficie également d'un avancement de grade à compter du 1er janvier 2022. Afin de pouvoir tenir compte de cette évolution de carrière, je vous propose de créer un poste d'adjoint d'animation principale de première classe à temps non complet, raison de 24h30 hebdomadaire, nouveau grade, et de supprimer le poste d'adjoint d'animation de deuxième classe à temps non complet en raison des 24h30 hebdomadaires. Voilà. Je pense que c'est les mêmes questions. Voilà, donc je vous propose un vote à main levée pour décider de créer et de supprimer à compter du 1er janvier les postes tels que je viens de vous les présenter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Remercie de cette délibération prise à l'unanimité des membres présents. Ensuite, donc création d'emplois à temps complet sur 3 grades de catégorie B de la filière administrative ainsi que sur les grades d'animateur principal de deuxième et première classe. La responsable du service éducation, proximité, solidarité et CCAS, positionnée sur le grade d'animateur catégorie B filière animation à temps complet, a fait savoir par courrier son souhait d'intégrer une autre collectivité par voie de mutation. Afin de remplacer cet agent, une offre d'emploi a été publiée sur le grade d'animateur, mais également sur les grades suivants: rédacteur, rédacteur principal de deuxième classe, rédacteur principal de première classe, animateur principal de deuxième classe, animateur principal de première classe. N'ayant à ce jour de postes vacants au tableau des effectifs sur les grades énumérés ci-dessous, je vous propose la création de ces postes à temps complet à compter du 1er janvier 2022 dans l'attente que le recrutement soit finalisé. Si vous avez des questions, donc je vous propose un vote à main levée pour autoriser à compter du 1er janvier 2022 la création d'un emploi permanent à temps complet sur les grades donc de rédacteur, rédacteur principal deuxième classe, rédacteur principal première classe, animateur principal deuxième classe, animateur principal de première classe. Les dépenses liées à la présente décision sont imputées sur les crédits du budget principal, chapitre 12, charges du personnel, article 64 111. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On remercie de cette délibération à l'unanimité des membres présents et représentés. Donc, modification des effectifs un tableau des effectifs au 1er janvier 2022, à la suite des 3 libérations qui viennent d'être prises, je vous propose de modifier au 1er janvier le tableau des effectifs en conséquence, à savoir faire apparaître les emplois d'adjoint d'animation principale deuxième classe à temps non complet 18h35, d'adjoint d'animation principale de première classe à temps non complet 24h50-35, de rédacteur à temps complet, de rédacteur principal de deuxième classe à temps complet, de rédacteur principal de première classe à temps complet, d'animateur principal de deuxième classe à temps complet, d'animateur principal de première classe à temps complet, et en supprimant les emplois d'adjoint d'animation à temps non complet 18h35, d'adjoint d'animation principale de deuxième classe à temps non complet 24h50 sur 35. Est-ce que vous avez des questions? Enfin, c'est le récapitulatif de l'ensemble. Donc je vous propose un vote à main levée de décider de modifier le tableau des effectifs tel qu'il est annexé à la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On remercie de cette délibération. Voilà, on a passé tout ce côté qui est assez... il faut le faire, mais c'est assez laborieux. Voilà, je vais donner la parole à Michel Huette et ensuite à Didier Picard sur l'urbanisme des travaux.
concerne l'urbanisme, il n'y a rien de spécial à évoquer ce soir. Y est. Non plus. Prochaine commission le 10 janvier. Commission de travaux le 10 janvier. Alors, on va avoir une autorisation de paiement pour les dépenses. Enfin, je donne la parole à Benoît Delaunay. Oui, et comme habituellement, au cours de ce mois de décembre, donc c'est pour pouvoir commencer l'année 2022 et continuer nos engagements en dépenses d'investissement. Voilà, on autorise le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Donc on avait 2 204 468 € et le quart représente 551 117 €. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au vote? Non? Écoutez, alors je vous propose un vote, je me répète, m'autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, à savoir 2 204 468 €. C'est les comptes 20, 21 et 23 ouverts lors du budget 2021 par 25%, ce qui fait effectivement 551 117 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Et je ne comprends pas pourquoi vous abstenez là-dessus. J'espère, permettez-moi de vous dire, parce que la commune ne peut pas vivre si on ne débloque pas ces 25%. Non, non, mais on comprend le principe est normal, mais on s'abstient parce qu'on a voté contre le budget. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ben si, ça a à voir. Vous pouvez voter contre le budget, Non, mais là, c'est qu'une avance qu'on prend sur le budget oui. principal, même si vous ne votez pas après le prochain. Enfin, moi, je vous donne ma position, mais bon, vous êtes libre, hein, effectivement. Oui, oui. Vous avez votre position, nous on a la nôtre, puis c'est tout. C'est très bien. Comme d'habitude. C'est expliqué. Donc, Non, mais monsieur le maire, juste une précision, c'est que vous avez engagé une certaine somme. Voilà, nous on sait pourquoi elle est aussi engagée pour certains projets que nous on ne suit pas, donc c'est pour ça qu'on s'abstient. oui, enfin là, c'est surtout pour la marche quotidienne de la commune pendant les 3 mois. Mais bon, c'est votre droit, je n'y reviens pas, mais j'ai le droit aussi de vous donner mon sentiment, et on est là aussi dans un esprit de dialogue, et c'est pour ça que je vous le dis. Voilà, qui est contre? Donc, qui s'abstient? Donc oui, vous êtes 5 contre, vous avez bien compris. Non, on s'abstient. Vous abstenez? Ah d'accord, d'accord, Ah, oui. Excusez-moi. Et qui est pour? On remercie de cette délibération prise à la majorité. L'actualité des commissions finances? Voilà, c'est la préparation budgétaire pour le budget 2022 avec l'établissement du calendrier. Donc avec un débat d'orientation budgétaire qui aura lieu en conseil au mois de février et le vote du budget au mois de mars, fin mars. Des affaires sociales? Benoît, toujours? Sur les affaires sociales, donc là, on va distribuer, c'est les jours à venir avec le CCS, les colis de Noël. Donc c'est attribué aux personnes de 85 ans et plus, donc il y a 60 colis. C'est surtout l'occasion pour ces personnes d'avoir une visite en cette période de Noël. La distribution sera faite également à l'EHPAD samedi prochain. Et pour la résidence Les Grenadières, le début janvier, le 3 janvier, on ira déposer leur colis. Et sinon, on travaille également là sur le remplacement de Delphine Orégia qui nous quitte début janvier, donc avec des entretiens d'embauche qui auront lieu la semaine prochaine. Merci Benoît. Pour l'actualité éducation enfance jeunesse, je sais que c'est Stéphanie Herbette qui va remplacer, je ne vais pas dire avantageusement parce qu'il va m'en vouloir, mais qui va remplacer Michael David. Oui, bonjour. Effectivement, je vais lire ce que Michael a préparé comme petite note.
Donc, sur l'actualité de la commission éducation, enfants, jeunesse, on déplore plusieurs cas de contact enfants atteints du Covid-19 dans les écoles de notre commune. Donc, la semaine passée, 2 classes d'élémentaire ont été fermées et cette semaine, 2 classes de maternelle sont également fermées. L'association Accueil Enfance qui gère la structure périscolaire et le centre de loisirs traverse actuellement de grandes difficultés quant à l'accueil des enfants avant et après le temps scolaire. Cela est dû à un manque d'animateurs et de personnel qui empêche d'accepter tous les enfants au sein des bâtiments, le taux d'encadrement ayant atteint la limite acceptable. Des solutions sont à l'étude pour trouver une sortie favorable à la crise actuelle. L'Assemblée générale a lieu en ce moment même. Ensuite, vous avez peut-être vu l'article sur le lien. Il y a une enquête sur le projet d'aide aux devoirs. La commission d'éducation enfants-jeunesse a lancé une enquête afin de connaître les souhaits ou attentes des familles en matière d'aide aux devoirs. Il s'agit d'un projet initié dans le cadre de notre PEDT. À cette heure, plus d'une 60aine de familles ont déjà répondu à cette enquête. Ensuite, concernant le Conseil des jeunes célariens, les opérations de vote se sont déroulées les vendredis 10 et 11 décembre afin d'élire les nouveaux conseillers pour le mandat 2021-2023. 17 candidatures ont été retenues pour 11 postes à pourvoir. Donc les élèves élus seront dévoilés jeudi dans les écoles et dans le lien du mois de janvier 2022. Ils vous seront présentés lors du prochain conseil municipal. Voilà. Merci Stéphanie. Je vais donc passer la parole à une autre dame, Sophie Ménoré, pour nous parler de l'association Culture et Sport. Bonsoir à tous. Alors, concernant la culture, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés voir l'épopée d'un poids qui était en collaboration avec la Compa au niveau de la mairie samedi matin. Donc 2 spectacles très très jeunes publics qui se sont très très bien passés. Fabulesque aussi qui commence à annoncer, à faire entrevoir un peu son spectacle de début d'année. Voilà pour la culture pour l'instant. Au niveau des associations, je voulais donner un mot sur le comité de jumelage parce que vous savez qu'on avait envoyé, on vous en a parlé au précédent conseil, une petite carte vidéo à nos amis allemands pour les inviter à venir sur la commune sans donner de date bien entendu parce qu'on est bien incapable de donner une date. Ils ont bien reçu notre carte, l'ont beaucoup appréciée a priori et ont hâte de nous rencontrer. Et puis, toujours sur le comité de jumelage, donc l'AG s'est passé vendredi dernier, ou vendredi d'avant, je ne sais plus, ça passe tellement vite. Voilà, et on a un comité qui est très très dynamique et qui a vraiment beaucoup d'envie. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir reprendre des échanges avec l'Allemagne très prochainement. Au niveau de la commission, on est actuellement en train de travailler depuis un moment déjà, vous avez pensé que je ne parle que de ça, mais des critères de subvention, puisque c'est très large. Et donc, on se voit en commission demain soir et on va pouvoir commencer à présenter le tableau des calculs et continuer à travailler dessus pour pouvoir le passer au prochain conseil municipal. Au niveau du sport, on va arriver plus ou moins sur une trêve hivernale, mais sachez que les clubs de sport organisent des stages pendant les vacances de Noël parce qu'ils sont très courageux. Voilà. Merci Sophie. L'activité du groupe de travail communication pour Céline. Ah Jean-Guy, j'ai oublié Jean-Guy, oui. Excuse-moi Jean-Guy. Bonsoir à tous. Donc quelques informations. Tout d'abord, un groupe de travail sur le programme arboré de la commune a démarré, donc formé par quelques agriculteurs et des membres d'associations et des membres de la commission environnement. La première réunion donc s'est déroulée le lundi 6 décembre dans de bonnes conditions. Donc nous allons maintenant continuer à travailler sur donc la mise en place, l'amélioration de tout ce qui concerne les arbres, les haies sur la commune. Des résultats concernant la colonie des grands murins. Pour certains, les grands murins, ce sont des chauves-souris, et vous savez que nous avons une colonie de chauves-souris dans notre clocher qui est suivie. Cette colonie a connu des hauts et des bas. Donc en 2014, il y avait 90 individus dans cette colonie.
En 2015, 85, en 2018, 15, donc une chute énorme. Et aujourd'hui, donc ça remonte, puisqu'en 2020, nous en avons eu 35, et en 2021, il y a à l'heure actuelle 61 individus. Que s'est-il passé? Il y a eu une période entre 2016 et 2020 où il y a eu des travaux, puisque vous savez que nous avons Bouygues et SFR qui ont des antennes dans le clocher. Et donc il y a eu des problèmes de portes ouvertes et des problèmes d'éclairage qui sont restés assez longtemps, ce qui a donc posé des difficultés. Aujourd'hui, donc ces conditions sont aujourd'hui respectées et le site redevient favorable. Donc à nous d'être très vigilants pour que cette colonie de grands murins puisse perdurer. Concernant aussi les ragondins, vous savez que nous avons des piégeurs sur la commune et que tous les ans, ces personnes ont la possibilité de piéger. Donc cette année, la collecte n'est pas très importante, puis cela représente simplement 18 individus. Et il n'y a eu que 2 piégeurs qui ont participé. Je rappelle que ces queues de ragondins sont rémunérées à hauteur de 3 €. Et bien sûr, c'est pris en charge par la commune. Imposé par la Compa, mais pris en charge par la commune. Une autre chose, à partir de notre carte découverte, que vous avez pu découvrir, entre guillemets, un petit groupe de travail a été mis en place donc, pour travailler sur la signalétique au niveau des circuits, mais aussi pour la mise en valeur de nos sites. Donc voilà, la première réunion a démarré cette semaine. Nous sommes aussi un groupe composé de personnes de la commission et aussi des personnes d'associations. Donc là aussi, eh bien, on vous donnera les résultats petit à petit. Et je tiens à préciser que notre carte découverte est très appréciée. Une information aussi, donc j'ai rencontré donc, ce matin des personnes qui veulent mettre en place une épicerie ambulante, c'est un couple d'Oudon. Donc le principe ce serait donc circuler dans tous les villages de la commune, mais aussi sans doute une matinée ou un après-midi en place fixe sur le parking de Relandière. Donc voilà, c'est quelque chose qui devrait démarrer. Pour finir, notre fromagère qui devait arriver début janvier, puisque si vous en souvenez, je vous avais présenté ce dossier, donc je l'ai eu aujourd'hui au téléphone aussi, et là, donc pour des raisons de travaux qui sont en retard, elle ne démarrera sur la commune qu'à partir du mois de mars prochain. Voilà. Et pour finir, 2 dates, le mercredi 19 janvier, donc réunion pour la commission environnement, et le lundi 24 janvier, ce sera notre groupe de travail sur le programme arboré de la commune qui se mettra en place. Ce soir, je vous ai parlé des grands murins et des ragondins. Au prochain conseil, je vous parlerai des résultats des frelons asiatiques et des corvidés. Bonne soirée. Merci Jean-Guy. Donc je vais donner la parole cette fois-ci à Céline Ortion. Bonsoir, ça va être très rapide. Nous avons terminé le travail sur la carte de vœux, donc elle est partie à l'impression. Les gagnantes sont des célariennes, catégorie adultes et enfants. Il y aura une exposition des photos qui aura lieu entre mi-janvier et mi-février à la médiathèque et une remise des cadeaux qui aura lieu aussi en février. Nous travaillons sur les vœux qui auront lieu le 14 janvier dans cette salle à 19h. Voilà, j'allais dire. Oui, alors je voudrais mettre un petit bémol sur les vœux. Ça va dépendre de comment l'évolution. Comme c'est le 14 janvier, je sais qu'à Ligné, on en a parlé ce matin à la Compa, eux les font le 30 décembre, donc ça pose moins de problèmes que nous au 14 janvier après les fêtes. Est-ce que on partait avec l'idée de les faire, mais là, à aujourd'hui, on ne sait pas, il n'y a pas de pot possible, donc c'est quelque chose que on est en train de réfléchir comment on va faire, et si ils ne seront pas remplacés par des vœux sur le site, comment dirais-je, Internet. Ouais. Voilà, je voudrais, si vous avez des avis, certains là-dessus, oui, Jean-Guy. Pour aller dans la continuité de ce que tu dis, j'imagine que pour la mise en place de la galette des rois,
qui nous permet de recevoir les artisans, les entreprises, les agriculteurs, les commerçants. Là aussi, c'est avec un point d'interrogation. Oui, puisque c'est prévu le 17 janvier. Oui, mais là, je pense qu'on peut l'arrêter. On a fait, on se doit, ce que je disais ce matin, on se doit quand même d'être modèle et d'inciter les gens à faire attention. Si nous, on ne le fait pas, qui le fera? Donc je pense que pour la galette des rois, on évite tout rapprochement pour l'instant. Voilà. Non, c'est justement, je te laissais parler sur les vœux. Et puis voilà, travail sur le lien, donc pour début janvier, puis vous allez avoir le lien qui doit arriver dans vos boîtes aux lettres cette semaine. Voilà. Merci Céline. Voilà. Donc les coopérations intercommunales, le CID est là. Est-ce qu'il n'y a pas grand-chose à dire? Beaucoup plus de contacts maintenant, mais on continue de travailler. Oui, bon, il faut mettre le micro. Ah, c'est bien ça. Oui, beaucoup de contacts avec le CIDELA pour différents projets que l'on a sur la commune, que ce soit électrique, photovoltaïque ou autre. Ok, pour la compa, eh bien, écoutez, je sais pas grand-chose parce que le conseil communautaire, c'est jeudi. Donc voilà. Et pour le CIVOM, Stéphanie, l'émission. De nouveau, merci. Alors effectivement, CIVOM, plusieurs petites choses. Il y a un accroissement temporaire d'activité en structure enfance de Mouzeil et jeunesse de Ligné, donc c'est plutôt positif. Il y a eu un vote lors du dernier bureau du CIVOM sur le prolongement de 6 mois de la prestation dans le cadre du recrutement d'un futur directeur des services qui compte être recruté en juillet 2022. Donc pour l'instant, on a donc prolongé la prestation près du prestataire OMS. Voilà. Ensuite, il a été voté l'octroi d'une avance à compter de janvier des subventions versées au titre de l'année 2022 aux actions périscolaires si elles le demandent. Il y a également le renouvellement du parc informatique qui est en cours et la formation des agents du CIVOM sera faite à suivre sur les outils Office 365. Un petit bémol, même 2 petits bémols, puisque le directeur du service jeunesse ainsi qu'un animateur jeunesse ont fait le choix de quitter le CIVOM. Donc de nouveaux recrutements vont être lancés dans une période où c'est déjà difficile de recruter. Donc voilà. Merci Stéphanie. Je pense que voilà, on arrive aux questions orales. Je ne sais pas ce que vous voulez lire, la question orale que vous avez oui, je vais. envoyée. Merci. Donc la question orale. Donc, la maison de l'île Neuve, qui est un bâtiment remarquable de la commune, se dégrade chaque année un peu plus. Pourtant, l'association Regard Nature a fait plusieurs propositions pour que cette maison soit réhabilitée et habitée. Dernièrement, le directeur de Solia a émis le souhait de porter un projet de bail à réhabilitation sur la partie logement de la ferme de l'île Neuve, en partenariat avec la municipalité et l'association Regard Nature. Cela ouvre des perspectives sur la restauration du bâtiment. Pour quelles raisons la municipalité du Cellier ne répond pas à ces initiatives? Quels sont les projets de la municipalité concernant l'île Neuve et la ferme? Voilà. Cordialement. Alors, voilà, je vous réponds. Dans votre question, vous faites allusion à un courrier envoyé à la commune le 8 novembre dernier par le directeur de Solia. Solidaire pour l'habitat, association loi 1901, demandant un rendez-vous à monsieur l'adjoint de l'urbanisme pour lui proposer un projet d'étude en vue de la rénovation de l'ancienne ferme pour établir de l'habitat. Cette proposition nous apparaît en décalage avec un certain nombre de réalités. La préemption effectuée par la commune au titre des espaces naturels sensibles prévoit que le bâti, s'il est réhabilité, doit l'être pour accueillir du public et non pour servir d'habitation. La parcelle sur laquelle est située l'ancienne ferme est inondable. En outre, en 2016, la commune, en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels, le CEN, a opéré la restauration écologique de la Boire. Cette opération a été une réussite puisque celle-ci est à présent en eau
de 4 à 5 mois par an, rendant l'accès à l'île impossible autrement qu'en bateau, moyen de transport pouvant s'avérer dangereux en période d'eau de crue. Référence à janvier 2021. De plus, la ferme, au cœur des zones Natura 2000, SNIEF, c'est-à-dire zone d'intérêt faunistique et floristique, 1 et 2, et ZPS, zone de protection spéciale, est située à proximité d'habitats d'intérêt communautaire. La réhabilitation du site en habitat pérenne, sans lien avec une éventuelle gestion ou sensibilisation environnementale, ne paraît pas compatible avec la protection du site et des espèces protégées qui s'y développent. Vous m'interrogez en deuxième partie de question pour le devenir de l'île Neuve. Je vous rappelle que les 16,91 hectares de l'île Neuve, qui sont les parcelles 1, 2, 3, 55, 56, 57, 58, 59, 60 et 61, ont été acquis par la commune en 2009. La délibération 104 de 2008, en date du 9-12-2008, par préemption au titre des espaces naturels sensibles et par délégation du Conseil général 44, appellation de l'époque. Entre 2009 et 2015, la commune a aménagé le sentier de découverte, mais n'a rien fait sur le bâti, eu égard au montant nécessaire pour les travaux de réhabilitation et de mise aux normes du dit bâti pour y accueillir du public, qui était estimé et chiffré à plus de 600 000 € en 2012. Au regard de la loi, la collectivité qui a préempté ne peut se défaire du bien ni en changer la destination avant une période de 12 ans. Moyennant le respect d'un certain nombre de prescriptions réglementaires, la commune pourra, à partir de 2022, se dessaisir de ses biens. Entre-temps, le conseil départemental a fait l'acquisition de plusieurs îles de Loire et a manifesté un intérêt certain, mais officieux, pour l'île Neuve. De notre point de vue, cet espace doit rester dans le champ de l'intérêt général. Toutefois, la commune ne peut porter seule la charge de son entretien et de son développement. Nous ne doutons en rien de l'enthousiasme et de l'attachement des membres de l'association Regard Nature, mais les moyens financiers nécessaires dépassent les capacités financières de l'association et même celles de la commune. C'est pourquoi je relancerai le conseil départemental sur ce sujet, mais je maintiens que ces personnes de l'île Neuve n'ont pas vocation à rester éventuellement dans le patrimoine de la commune. Voilà pour la réponse. Merci. Alors, je vous informe que le prochain conseil municipal aura lieu le 1er février 2021. Ah oui, mais moi je lis 21. Alors, ce sera 22, d'accord, je vous l'accorde. Donc, ce sera 2022. Merci Michel. Et la séance du conseil municipal du 14 décembre est levée à 19h36. 36 minutes. Malheureusement, vu du Covid, il n'y aura pas de pause ce soir. Et avant de partir, néanmoins, n'oubliez pas d'aller signer les feuilles d'émargement, Madame Claire. Et alors, je vous souhaite à tous d'être prudents.